Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Andréane Tardif, chargée de projet en promotion de la santé Québec pour Cœur et AVC. Je serai la modératrice pour toute la durée du webinaire. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire qui s'intitule Le sommeil et la santé vasculaire, qui fait partie de la série de webinaires de Cœur et AVC sur l'application des connaissances pour les professionnels de la santé. Avant de vous présenter notre conférencier, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions. Une fois que les conférenciers auront terminé la présentation, je pourrai les poser. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite sur votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions. Ça vous donnera aussi accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Ce webinaire est une activité de transfert et de l'application des connaissances pour les professionnels de la santé. Nous avons aussi différents produits du savoir comme des balados, en anglais pour le moment, notre site web, les médias sociaux, des articles scientifiques et campagnes de sensibilisation et engagement. Participez à la conversation avec votre réseau via notre compte Twitter @FMCAVC-science. Pour plus d'informations sur le coronavirus, consultez notre site web à l'adresse cœuretavc.ca/la COVID. Nous vous invitons aussi à consulter notre vidéo sur le lavage des mains à une seule main sur la chaîne YouTube. Vous allez également trouver sur notre site web des pratiques optimales pour les professionnels de la santé, des outils et des ressources pour votre pratique, mais aussi en lien avec la COVID-19, comme la trousse d'outils de mise en œuvre de télé-AVC. Allons-y maintenant avec le webinaire. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui un webinaire sur le sommeil et son lien avec la santé vasculaire. Le sommeil a une influence directe et indirecte importante sur la santé et le bien-être général, plus précisément sur le plan physique, mental et cognitif. La santé du sommeil revêt une importance particulière chez les personnes ayant subi un AVC ou vivant avec une maladie du cœur ou un déficit cognitif d'origine vasculaire. Nous discuterons avec un expert sur le sommeil, Dr. Dan Vu, qui passera en revue les preuves scientifiques et les approches cliniques actuelles pour promouvoir la santé du sommeil et gérer des conditions liées au sommeil chez les personnes qui sont touchées par les maladies cardiovasculaires. Merci à notre orateur d'aujourd'hui qui prend le temps dans le cadre de ses fonctions pour ce webinaire. Les objectifs du webinaire seront les suivants. Décrire l'impact des troubles du sommeil sur la santé cardiovasculaire et vasculaire cérébrale sur la base de données probantes, définir des stratégies pour l'évaluation des troubles du sommeil, déterminer et appliquer des stratégies de prise en charge pour améliorer le sommeil afin de réduire le risque cardiovasculaire et vasculaire cérébral. Notre conférencier, Dr. Tan Dan Vu, est neurologue spécialisé en troubles du sommeil, directeur associé à la recherche clinique au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, professeur et titulaire de la chaire de recherche en sommeil, neuroimagerie et santé cognitive à l'Université Concordia et professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il dirige le laboratoire de recherche sommeil, cognition et neuroimagerie, consacré à l'étude des mécanismes des troubles du sommeil et des liens entre le sommeil et la mémoire. À vous la parole, Dr. Dan Vu. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien.
Donc, il me fait plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, je vais maintenant prendre le contrôle des diapositives. Donc, ceci est la divulgation du conflit d'intérêt, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport qui auront une influence sur le contenu de la présentation. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est évaluer les relations entre troubles du sommeil et maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, afin que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important de considérer les troubles du sommeil chez les patients qui sont à risque ou qui ont déjà des maladies vasculaires ou vasculaires cérébrales. Ensuite, on va discuter des différentes méthodes d'investigation des troubles du sommeil en clinique. Et enfin, je terminerai par les approches de prise en charge, tout d'abord avec des approches non pharmacologiques sur l'insomnie, les traitements pharmacologiques et enfin les traitements de l'apnée du sommeil plus particulièrement. Voilà, alors tout d'abord, dans la première partie, je vais vous parler des études qui ont fait le lien entre troubles du sommeil et maladies vasculaires. Dans les troubles du sommeil que je vais envisager avec vous aujourd'hui, ce sera surtout l'insomnie et le syndrome d'apnée du sommeil qui ont été les plus étudiés en relation avec la santé vasculaire. Néanmoins, des études ont aussi montré que la durée de sommeil, les habitudes de sommeil ont une influence sur les événements cardiovasculaires et les facteurs de risque vasculaire. Alors, je voudrais aussi signaler que tout au long de la présentation, de nombreuses diapositives ont été préparées et donc gracieusement prêtées par mon collègue Dr Boulos de l'Université de Toronto. Et donc, vous verrez donc, les diapositives qui ont été préparées par lui avec l'annonce ici, avec le petit commentaire en bas de diapositive. Alors, pour ce qui est du sommeil de courte et de longue durée, on a montré qu'effectivement, la durée du sommeil avait une influence semblait être associée au risque cardiovasculaire. Et on s'est rendu compte que c'est aussi bien un sommeil de courte durée qu'un sommeil de longue durée qui semble néfaste à la santé cardiovasculaire. Les études ont montré qu'un sommeil inférieur à 6 heures, 6-7 heures, mais surtout 6 heures, était associé à un risque augmenté d'avoir des maladies cardiaques et un AVC, un risque aussi de décès précoce, et était aussi associé à davantage de facteurs de risque cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle et le surpoids. La privation de sommeil ou un sommeil de courte durée est aussi associé à une altération de l'humeur et des fonctions immunitaires, une augmentation de la douleur. Donc, ça va au-delà évidemment de la santé cardiovasculaire. Mais là, je vais me focuser sur la santé cardiovasculaire aujourd'hui. Alors, c'est pas seulement le sommeil trop court, il semble aussi qu'un sommeil prolongé, particulièrement un sommeil au-delà de 9 heures, est aussi associé à une comorbidité cardiovasculaire significative, aussi bien au niveau des maladies cardiaques que de l'AVC. Donc, dans les habitudes de sommeil, il y a le sommeil nocturne, donc de la durée de sommeil, mais il y a aussi les siestes. Alors, les siestes, c'est intéressant parce que la sieste est un petit peu une arme à double tranchant. Une sieste de courte durée, en début d'après-midi, 20 à 30 minutes, est généralement reconnue comme ayant des effets bénéfiques non seulement sur la santé cognitive, mais aussi sur d'autres paramètres. Mais on sait par contre qu'une sieste prolongée peut nuire non seulement à la qualité de sommeil, mais aussi être associée à davantage un pronostic plus néfaste au niveau des comorbidités et aussi de la mortalité. Des études ont montré qu'une sieste supérieure à 1 heure par jour quotidiennement est associée à une mortalité plus élevée et ainsi qu'à davantage de maladies cardiovasculaires, alors que des siestes plus courtes qu'1 heure ou bien pas de sieste, il n'y avait pas d'association avec ces causes de mortalité, de comorbidité cardiovasculaire. Alors, lorsqu'on combine les deux, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'effet de la sieste est mauvais chez les personnes qui ont en fait une durée de sommeil qui est normale ou élevée. Ceci veut dire que si la sieste, en d'autres termes, en fait, si la sieste est associée à une durée de sommeil courte, ça vient comme contrebalancer l'effet néfaste d'une durée de sommeil courte. Donc c'est important de considérer les siestes avec le sommeil nocturne. La sieste est d'autant plus importante s'il y a un besoin de récupérer du sommeil de nuit.
mais il faut évidemment rester prudent sur la durée de la sieste en faisant en sorte que cette sieste ne soit pas prolongée. Alors, une autre situation qui vient aussi affecter le risque cardiovasculaire, c'est le travail rotatif, le travail avec des heures de nuit en particulier. On sait que les travailleurs de nuit ont tendance à avoir généralement une durée de sommeil qui est chroniquement raccourcie. Et ceci est dû au fait que même si vous récupérez du sommeil la journée, votre durée de sommeil ne sera généralement pas aussi importante parce que ce sommeil vient à l'inverse de votre rythme biologique naturel. Et donc le travail rotatif a donc des effets bien démontrés sur la santé au niveau aussi bien au niveau sur le plan cognitif que sur les accidents de travail. Et sur le plan cardiovasculaire, c'est associé à davantage de facteurs de risque vasculaire. On parle du diabète, du gain de poids, mais aussi un risque accru de maladies coronariennes et d'accidents vasculaires cérébraux. D'accord. Maintenant, je vais passer aux troubles du sommeil plus spécifiquement. J'ai commencé par l'insomnie. Alors, l'insomnie, qu'est-ce que c'est l'insomnie? L'insomnie, c'est un trouble du sommeil qui est défini par des critères cliniques bien spécifiques. Et on parle d'insomnie chronique lorsque la personne va présenter des plaintes d'insomnie, c'est soit des difficultés à s'endormir, des difficultés à rester endormi ou bien des réveils trop précoces le matin. Pour qu'on parle de troubles d'insomnie chronique, il va falloir aussi, et ça c'est très important, qu'il y ait un impact ressenti de ces difficultés de sommeil sur le fonctionnement cognitif ou sur l'humeur la journée. Les plaintes qui sont souvent associées, c'est des plaintes de fatigue, de troubles d'attention, de concentration, d'un impact négatif sur le fonctionnement social, professionnel, familial, des troubles d'humeur, de l'irritabilité par exemple, une baisse de motivation, d'énergie et d'autres éléments que vous voyez dans le tableau. Donc c'est important qu'il y ais une plainte diurne qui soit associée à une plainte nocturne d'insomnie pour qu'on puisse parler d'insomnie chronique. Et pour qu'on parle de chronicité, il faut évidemment que ces problèmes de sommeil surviennent de manière récurrente, au moins 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, et qui ne puissent pas être expliqués par un manque d'opportunités de sommeil ou par un environnement de sommeil trop bruyant, par exemple, et qui ne sont pas non plus davantage expliqués par un autre trouble du sommeil. Donc, ce que vous voyez d'emblée dans l'insomnie chronique, c'est que c'est un trouble du sommeil qui est défini sur des bases purement subjectives, sur la base de l'entrevue avec le patient, et que ça n'implique pas nécessairement un sommeil de courte durée. Donc, c'est important de faire la différence entre sommeil court et insomnie. Insomnie, ce sont des plaintes de difficultés de sommeil avec une répercussion sur le fonctionnement de la journée, mais sans qu'il y ait nécessairement de sommeil court. Ça va être intéressant, je vais y revenir plus tard. Alors, l'insomnie chronique, c'est un problème très fréquent. Ça atteint environ 10% de la population générale, avec une tendance à l'augmentation avec l'âge, et les femmes sont plus à risque d'avoir de l'insomnie que les hommes. Sur le plan de la santé cardiovasculaire métabolique, donc il y a eu des études transversales qui ont associé la présence d'insomnie à une fréquence plus élevée de facteurs de risque cardiovasculaire, donc hypertension artérielle, diabète, obésité, et aussi de maladies cardiaques, coronariennes, arythmies et insuffisance cardiaque plus particulièrement. Au niveau des études longitudinales, ce qui a été montré, c'est que le fait d'avoir une insomnie prédispose à un risque plus élevé de développer des facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension artérielle et diabète plus particulièrement, ainsi qu'un risque plus élevé de présenter un infarctus du myocarde. Et donc, vous voyez que les risques sont de 2 à 3 à 4 fois. Et ce qui est vraiment intéressant aussi à noter, c'est que, et important à noter, c'est que ceci concerne surtout les patients qui présentent de l'insomnie et qui ont un sommeil objectivement court. Donc, comme je vous l'ai dit, l'insomnie n'implique pas nécessairement un sommeil court. Vous pouvez avoir une insomnie avec des réveils nocturnes fréquents, mais que la personne au total dort à une durée de sommeil qui est supérieure à 6 heures. Donc, les études ont montré que c'est surtout chez les personnes qui ont l'insomnie et une durée qui est objectivement inférieure à 6 heures, objectivement, c'est-à-dire vérifiée par un test en laboratoire, que le risque est le plus marqué. Vous voyez d'ailleurs qu'ici que, par exemple, si on regarde le risque sur le tableau à gauche, si on regarde le risque avec l'hypertension artérielle, ce risque est élevé uniquement chez les patients qui ont l'insomnie chronique avec durée de sommeil inférieure à 6 heures, alors que si vous avez une durée de sommeil supérieure à 6 heures et de l'insomnie chronique, ce risque n'est pas significativement plus élevé que quelqu'un qui a un sommeil normal.
Et en fait, c'est pareil, ce qu'on observe avec, par exemple, le risque de diabète. Vous voyez que c'est uniquement en cas d'insomnie et de durée de sommeil qui est inférieure à 6 heures et encore plus inférieure à 5 heures que l'on a un risque accru de développer de diabète. Donc vraiment, cette notion de risque cardiovasculaire dans l'insomnie semble particulièrement associée au risque de la durée de sommeil courte et ça vient rejoindre un petit peu les données que je vous ai montrées en début de présentation. Alors, je ne vais pas entrer en détail dans les mécanismes de l'insomnie, mais juste pour que vous compreniez qu'on conceptualise généralement l'insomnie comme étant un problème qui se développe au cours du temps suivant 3 étapes. Le fait d'abord d'avoir des facteurs prédisposants est important parce que tout le monde ne va pas développer de l'insomnie. Certaines personnes sont plus à risque que d'autres en fonction de différentes caractéristiques individuelles. Le fait d'une femme, le fait d'être plus âgée, par exemple, donne un risque plus élevé. Est un facteur prédisposant. Le fait d'avoir, par exemple, de l'anxiété, évidemment, est aussi, ou de la douleur chronique est aussi plus à risque de vous faire développer de l'insomnie. Puis fréquemment, en fait, ce qui se passe dans l'histoire naturelle de l'insomnie, c'est qu'il y a un facteur précipitant qui vient déclencher l'insomnie. Ce facteur, ça peut être un événement médical, mais ça peut être aussi juste un événement de vie, qui est une source de stress. Ça peut être par exemple la perte d'un emploi, ou bien même le passage à la retraite, ou la naissance d'un enfant, une séparation affective. Et tout ça peut déclencher évidemment un stress qui va faire que la personne va développer de l'insomnie, particulièrement si elle est prédisposée. Et puis, ce qui se passe dans l'histoire naturelle, c'est que les personnes, une fois que ce facteur stressant disparaît, une grande partie des personnes qui ont de l'insomnie vont plus avoir d'insomnie, mais certaines personnes vont continuer à avoir de l'insomnie. Et c'est là que l'insomnie devient chronique. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle des facteurs perpétuants, c'est-à-dire des habitudes de vie qui vont en fait être contre-productives par rapport à l'insomnie, qui vont même la prolonger. Le fait, par exemple, de passer du temps excessivement important au lit alors qu'on n'est pas capable de dormir, c'est des habitudes qui vont se développer. Le fait de faire des siestes prolongées, le fait de rester longtemps dans son lit, d'être conditionné en quelque sorte à l'insomnie, de conditionner l'insomnie avec son environnement de sommeil, ça c'est aussi des choses qui peuvent se développer. Alors, donc ça c'était pour l'insomnie. Alors je vais parler maintenant du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, qui a été beaucoup étudié dans le cadre du risque cardiovasculaire. Donc qu'est-ce que le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, donc qui va être abrégé par SAOS. Donc c'est simplement en fait l'interruption du passage des voies aériennes, l'obstruction des voies aériennes due à un affaissement du tonus musculaire des voies aériennes supérieures. Survenant pendant le sommeil et qui va développer, qui va entraîner donc une apnée par obstruction des voies aériennes. Et on distingue les apnées obstructives des apnées centrales, par exemple, qui surviennent par une altération de la commande centrale et qu'on trouve, par exemple, chez les patients qui ont des AVC massifs. Mais le syndrome qui est le plus étudié, le plus fréquent, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, ce SAOS se caractérise par des ronflements bruyants. Ça, c'est souvent le cas, mais ça ne veut pas dire que quand vous ronflez, vous avez un syndrome d'apnée du sommeil. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc ça, c'est important aussi. Beaucoup de gens ronflent en avoir d'apnée du sommeil. Par contre, un des symptômes caractéristiques, c'est cette somnolence excessive la journée. Ça, c'est vraiment la manifestation principale du syndrome d'apnée. Le fait de pouvoir observer des pauses respiratoires au cours du sommeil, évidemment, vient confronter le diagnostic, mais c'est pas tout le monde qui a un partenaire qui est capable d'observer ces apnées pendant le sommeil. L'impression parfois de se réveiller la nuit en étouffant, ça, certains patients également le rapportent. Et très fréquemment aussi, on observe des céphalées matinales et aussi une sécheresse de bouche matinale chez les patients qui font de l'apnée. Alors, sur le plan physiopathologique, il y a plein de facteurs qui participent à l'apparition d'apnée. Il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Donc, le fait, évidemment, d'avoir une histoire familiale peut contribuer, mais aussi le fait d'avoir des facteurs environnementaux, en particulier, il y a l'obésité qu'on connaît bien, donc le fait d'avoir des tissus mous en quantité, un excès de tissus mous qui viennent diminuer le calibre des voies aériennes supérieures peut constituer un facteur de risque. Certains facteurs anatomiques aussi peuvent contribuer à l'apnée du sommeil. Le fait d'avoir une morphologie crâniofaciale où le calibre des voies aériennes supérieures est aussi réduit peut aussi constituer des facteurs prédisposants.
Mais tout ceci fait que les apnées du sommeil vont avoir différentes conséquences sur le plan cardiovasculaire et neurologique, dû au fait que une apnée du sommeil va évidemment provoquer des saturations. L'apnée du sommeil va également provoquer une fragmentation du sommeil avec de nombreux micro-éveils et évidemment différents effets sur le plan hémodynamique et aussi une augmentation de pression intrathoracique qui peut, avec au fil du temps, via différents mécanismes que vous voyez au milieu, engendrer l'hypertension, des convulsions cardiaques, ACV, infarctus du myocarde, arythmie, etc. Sur le plan des études, les études ont montré que le syndrome d'apnée du sommeil était un facteur de risque indépendant d'accident vasculaire cérébral et de mortalité. Donc, indépendant, ça veut dire que ce risque persiste même lorsqu'on tient compte des multiples de facteurs de risque vasculaire. Là, vous les voyez en parenthèse, là. Donc l'âge, le sexe, la présence de dyslipidémie, de diabète, etc. Donc, le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil, particulièrement s'il est modéré à sévère, est lié à un risque accru d'AVC. Alors, on parle d'un syndrome d'apnée modéré à sévère, surtout lorsque le nombre d'apnées est supérieur à 15 par heure, et sévère lorsqu'il est supérieur à 30 par heure, et en particulier s'il y a évidemment de nombreuses désaturations, et d'autant plus si le patient a déjà des facteurs de risque vasculaire. Alors, c'est pas uniquement au niveau du risque neurovasculaire que ça survient. Aussi, le syndrome d'apnée du sommeil a été démontré dans plusieurs études comme étant un facteur de risque indépendant pour les maladies coronariennes, et pour les facteurs de risque vasculaire tels que l'hypertension artérielle et aussi la fibrillation auriculaire. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil est associé de manière indépendante aux événements cardiovasculaires tels que l'infarctus du myocarde, associé à l'hypertension artérielle et associé à la fibrillation auriculaire dans différentes études. Donc, maintenant, ça c'est lorsqu'on regarde l'apnée du sommeil comme étant un facteur de risque pour le développement de ces événements vasculaires. Il est aussi fréquent de noter qu'un diagnostic d'apnée du sommeil après un AVC ou un accident ischémique transitoire, et c'est assez fréquent de diagnostiquer. En fait, on considère que des études ont montré que 72% des patients en post-AVC ou AIT avaient un index d'apnée-hypopnée qui était supérieur à 5 par heure, qui constitue le cut-off pour un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Entre 5 et 15, c'est considéré comme léger. Donc, la majorité ont au moins un syndrome d'apnée léger. Et on sait que la présence d'un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil est liée à un pronostic défavorable chez les patients qui ont déjà fait un AVC. Ça augmente la durée d'hospitalisation. C'est associé à une moins bonne évolution fonctionnelle et cognitive, et c'est également associé à davantage de récurrence d'événements vasculaires et donc de mortalité. Donc, en résumé de cette première partie, ce que je vous ai montré dans cette première partie est relatif aux relations entre sommeil et événements vasculaires, c'est que les habitudes de sommeil ont un impact sur le risque cardiovasculaire. Un sommeil de courte durée, inférieur à 6 heures, ou de longue durée, supérieur à 9 heures, la présence de siestes prolongées, supérieure à 60 minutes par jour, le travail par quart, et l'insomnie chronique, en particulier si l'insomnie chronique est associée à un sommeil de courte durée. Toutes ces conditions sont associées à un risque cardiovasculaire accru et à davantage de facteurs de risque vasculaire. Et on sait aussi que le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil est un facteur de risque indépendant pour l'AVC et les événements cardiovasculaires, ainsi que pour les facteurs de risque vasculaires tels que l'hypertension et la fibrillation auriculaire. Donc tout ceci vous montre qu'effectivement, c'est très important de considérer le sommeil et les troubles du sommeil, mais aussi les habitudes de sommeil lorsqu'on veut minimiser ou contrôler ou diminuer le risque vasculaire de nos patients. Okay. Alors, comment est-ce qu'on investigue le sommeil une fois qu'on a mis en évidence qu'il y avait des habitudes de sommeil ou un trouble du sommeil possible? Alors, la première étape, c'est l'évaluation de l'anamnèse et plus particulièrement très important en particulier pour l'insomnie, vu que c'est un diagnostic qui est fait exclusivement sur l'entrevue. Donc, lorsque vous avez un patient qui a des plaintes de sommeil chroniques, des difficultés de sommeil, il est important de regarder différents facteurs. Donc, caractériser les plaintes d'insomnie, pour voir le type de plainte d'insomnie. Est-ce que c'est des difficultés d'initiation ou de maintien de sommeil, par exemple? Ça va être important dans le choix du traitement si vous avez, par exemple, un traitement pharmacologique, je vais y revenir plus tard.
C'est important aussi évidemment de distinguer la durée pour voir la fréquence, la sévérité aussi. Et ici aussi voir s'il y a des facteurs précipitants que vous pouvez identifier. C'est important aussi de faire le relevé du contexte, c'est-à-dire de l'environnement de sommeil, la routine du patient avant d'aller se coucher, parce qu'il y a différents facteurs qu'on peut corriger, ça je vais revenir plus tard, au niveau de l'hygiène de sommeil, l'état psychologique du patient avec le coucher, avant le coucher, tout ça peut influencer sur les recommandations que vous allez pouvoir faire aux patients et que je vous expliquerai dans la troisième partie. L'horaire de sommeil est aussi important parce que ça va être important d'évaluer si le patient a des horaires réguliers et adaptés de sommeil. Et parce que aussi c'est quelque chose qu'il faudra corriger le cas échéant. La répercussion sur les fonctions sur le fonctionnement de la journée est important. C'est ce qui va aussi permettre justement d'évaluer si il s'agit bel et bien d'une insomnie chronique avec impact sur les fonctions diurnes. Et ce qui est important aussi de relever, c'est les habitudes de consommation. Consommation de café, thé, alcool, parce que tout ça peut nuire au sommeil, mais aussi consommation de médicaments, car certains médicaments peuvent interférer avec le sommeil, les médicaments psychotropes en particulier, les stimulants, les antidépresseurs, ou même la présence de somnifères qui, pris au long cours, peuvent justement entraîner une dépendance et engendrer des troubles du sommeil. Il faudra aussi s'assurer évidemment de la coexistence d'éventuels d'autres troubles du sommeil qui pourraient être traités de manière simultanée. Et en particulier, je veux aussi vous insister sur le fait que l'insomnie et le syndrome d'apnée du sommeil sont très fréquemment coexistants. C'est pas du tout deux choses qui s'opposent, au contraire. Et donc, c'est important de traiter les deux en parallèle. Et enfin, il faut aussi évidemment le relever des antécédents médico-psychiatriques et différentes évaluations que je vais vous montrer maintenant. Alors, au niveau des questionnaires, il existe des questions standardisées qui peuvent vous aider à l'évaluation de l'insomnie, en particulier pour refaire un screening rapide de l'insomnie. Un questionnaire fréquemment utilisé est l'index de sévérité d'insomnie, qui pose des questions que le patient peut remplir lui-même, à la fois sur la sévérité de ses plaintes de sommeil, mais aussi sur l'impact durant la journée. Et vous voyez qu'en fonction du score, vous pouvez établir si le patient présente une insomnie qui est considérée comme légère, modérée ou sévère. Un autre outil très important en évaluation du sommeil, c'est ce qu'on appelle un journal de sommeil, sleep diary en anglais. C'est parce que ce journal quotidien de sommeil va nous permettre d'avoir une évaluation subjective, mais prolongée du sommeil sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et ceci, c'est important parce que très souvent, la personne qui présente de l'insomnie ne va pas avoir des symptômes qui vont être similaires d'une nuit à l'autre. Les symptômes peuvent varier considérablement d'une nuit à l'autre. Ça va être important d'avoir un relevé de jour en jour et de semaine en semaine pour voir s'il s'agit bel et bien d'une insomnie chronique, quel est le type de plainte, est-ce que les horaires de sommeil sont adaptés, etc. Donc, c'est un outil qui est très utile. Vous voyez ici un exemple d'apnée de journal de sommeil. Un outil aussi qui est très utile à utiliser en pratique, c'est ce qu'on appelle le questionnaire StopBank, qui est un outil qui va nous permettre d'identifier le risque d'avoir un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, et ça va être utile pour justement essayer de guider l'indication de faire ou pas un examen plus poussé d'évaluation d'apnée du sommeil, que je vais montrer plus tard, donc une polygraphie de sommeil en particulier. Ce questionnaire est facile à administrer, c'est en 8 questions qui peuvent être complétées assez rapidement, et le StopBank est facile à retenir, ça réfère aux différentes aspects qui sont évalués, donc le ronflement, la fatigue, la présence d'hypertension artérielle par exemple, d'obésité. On considère que les études montraient que le risque était élevé s'il y avait au moins 3 réponses positives, mais c'est évident qu'on peut arriver très souvent avec ces 3 réponses positives, particulièrement si on a un homme de plus de 50 ans, parce que vous avez déjà 2 facteurs positifs. Donc il faut aussi considérer les autres, l'ensemble du contexte clinique. Si vous avez 3 réponses positives et que le patient présente des facteurs de risque vasculaire existants, on sera plus porté à tester des 3 réponses positives. Par contre, si le patient n'a pas d'autres facteurs de risque vasculaire, je dirais qu'il faudra considérer le screening des apnées, surtout s'il y a 5 réponses positives, où là on sait que le risque est très élevé.
Alors, quelles sont ces évaluations plus spécialisées du sommeil objectivement? Alors, en fait, dans les examens de sommeil, il y a une gradation au niveau de la complexité et du type d'examen. L'examen standard, le gold standard, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie en laboratoire, qui consiste à évaluer non seulement l'électroencéphalogramme du patient la nuit, mais aussi la respiration, le rythme cardiaque, la saturation, et l'ensemble de ces paramètres physiologiques constituent ce qu'on appelle la polysomnographie. Alors, c'est un examen qui va fournir beaucoup de renseignements. Ça va fournir des renseignements sur l'apnée du sommeil, sur l'activité musculaire au cours du sommeil, sur les stades de sommeil, parce qu'on a besoin de le G pour définir si la personne est en sommeil réellement au niveau sous le plan objectif et dans quel stade elle se trouve. Donc, ça va vraiment fournir beaucoup de renseignements qui seront très utiles sur le plan clinique. Mais il y a évidemment des limites, c'est que il faut faire un examen. L'examen classique est en laboratoire, donc il peut y avoir de longs délais d'attente, avec des coûts qui peuvent être élevés si vous êtes dans le privé. Et le fait de devoir dormir dans un laboratoire n'est pas toujours une perspective plaisante pour les patients. Puis aussi, une autre limite intrinsèque, c'est le fait que dormir dans un laboratoire, surtout avec une série de capteurs et électrodes sur soi, n'est pas un environnement de sommeil naturel et pourrait gêner le sommeil chez certaines personnes. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a différentes gradations de tests de polysomnographie. Le test que je viens de vous parler, le test Gold Standard, c'est le niveau 1, ce qu'on appelle le niveau 1, avec, donc, comme je disais, électroencéphalogramme, électrooculogramme, donc mesure l'activité des mouvements oculaires, électromyogramme, ECG, etc. Et ça se fait en laboratoire. Maintenant, il y a différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau 2, où c'est pareil au niveau des capteurs, mais ça peut se faire aussi à domicile de manière non supervisée, c'est-à-dire que les données vont être enregistrées sur une carte mémoire que vous allez ensuite télécharger au laboratoire. C'est comme un compromis. Mais ce qui se fait fréquemment dans le cadre du dépistage des apnées du sommeil, c'est le niveau 3, où là, on va enregistrer en laboratoire, en laboratoire ou à domicile, plus souvent à domicile en fait, des variables qui sont limitées. Ça va être limité au débit respiratoire, à la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque. Et donc, c'est vraiment, je vais montrer des photos, c'est vraiment plus limité comme système. Donc, vous n'allez pas pouvoir déterminer si le patient quelle est la durée de sommeil du patient, par exemple. Il n'y a pas de mesure de G, mais ça a des avantages. Les avantages, comme vous voyez, d'abord, c'est que c'est un système qui est plus léger à porter. C'est généralement constitué de 2 ou une ceinture avec des capteurs qui sont limités au capteur au niveau intermittence au niveau nasal, une saturation au niveau du doigt, mais pas d'électrode sur la tête. Donc, c'est moins, comment dire, lourd à porter, mais aussi ça peut se faire à domicile facilement. Et des études ont montré qu'en fait, dans le cadre du diagnostic d'apnée du sommeil, et uniquement pour le diagnostic d'apnée du sommeil, vous ne pouvez pas diagnostiquer d'autres troubles du sommeil que ça, c'était relativement précis avec une sensibilité, une spécificité quand même relativement élevée. Donc, c'est une alternative intéressante parce que c'est précis, c'est commode pour le patient peut dormir chez lui, dans son environnement habituel, et ça coûte aussi moins cher d'ailleurs au niveau du coût, non seulement de l'équipement, mais aussi des frais qui sont associés. Donc ça, donc je dirais que lorsque vous avez un risque d'apnée du sommeil qui est très élevé ou élevé, c'est généralement l'examen qu'on va faire en première ligne, ce qu'on appelle on appelle ça généralement une polygraphie cardio-respiratoire de sommeil en français, PCRS, qui est en fait une polysomnographie de niveau 3. Okay. Mais le niveau 1 en laboratoire reste très important aussi, particulièrement si vous suspectez que le patient a autre chose que l'apnée du sommeil. Par exemple, si vous suspectez qu'il a ce qu'on appelle un trouble du comportement du sommeil paradoxal, ou bien si vous voulez éventuellement évaluer exclure la présence d'une épilepsie nocturne, enfin, les autres troubles du sommeil qui peuvent être diagnostiqués ont besoin d'une polysomnographie de niveau 1. Et si vous voulez uniquement évaluer l'apnée du sommeil, le test du niveau 3 est généralement suffisant. Alors, comme autre test aussi qu'on peut effectuer plutôt en laboratoire davantage en laboratoire qu'en milieu clinique, c'est ce qu'on appelle l'actimétrie. L'actimétrie, c'est porter en fait une montre, un bracelet, qui va comprendre généralement un système cristal piézoélectrique qui va être sensible au mouvement, de telle sorte que cette montre va enregistrer les mouvements en fait. Elle va être sensible à n'importe quel mouvement du poignet. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle
des comptes d'activité par unité de temps. Et la courbe, l'évolution de ces comptes d'activité va vous permettre d'inférer si la personne était active ou était au repos, et on considère, des périodes de repos, on va inférer s'il était en sommeil ou pas. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que c'est encore c'est encore beaucoup plus facile à porter, c'est juste une montre. Vous pouvez évaluer au domicile plusieurs nuits au cours du temps. Ça, c'est aussi un gros avantage. Vous pouvez faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois même. Le désavantage, par contre, c'est que ça mesure, ça va pas vous permettre de faire une évaluation du risque d'apnée du sommeil, ni vous donner des mesures précises de sommeil dans certaines populations. En fait, c'est utile, surtout en recherche, lorsqu'on veut regarder, suivre les habitudes de sommeil chez des personnes qui sont en santé, mais chez les personnes qui ont de l'insomnie, les personnes âgées. Le problème de ce genre de méthode, c'est qu'elle va parfois avoir tendance à surestimer le sommeil chez les personnes qui sont limitées au niveau physique, par exemple. Ben, les périodes d'inactivité peuvent être cotées comme étant du sommeil. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites au niveau de l'utilisation de ces techniques. Mais néanmoins, ce que vous voyez, c'est que en fait, c'est très utile pour évaluer les habitudes de sommeil de manière objective des personnes. Ce que vous voyez, par exemple, en noir, c'est tous les comptes d'activité. Donc, ça veut dire que la personne a plus élevé, puis la personne a bougé. Et en bleu, c'est ce qui est souligné comme étant des périodes de repos et probablement de sommeil. Et ce que vous voyez très bien, en fait, c'est ici, on voyait que ces deux périodes-ci correspondent au vendredi soir et au samedi soir, et très souvent, effectivement, les nuits, le week-end, on a tendance à avoir un horaire de sommeil plus décalé, avec un sommeil plus tard et un réveil plus tard. Donc ça peut être un problème, en fait, pour les personnes qui ont l'insomnie. Ça peut nuire, en fait, à la capacité d'avoir un sommeil de qualité, d'avoir des heures de sommeil irréguliers. C'est quelque chose qui peut être utile grâce à l'actigraphie, puisque vous pouvez le déceler de manière assez objective. Donc, ça peut être intéressant dans certaines applications. Bien, alors maintenant, dans les 20 dernières minutes, je vais vous parler de la prise en charge de l'insomnie. Enfin, 10-15 minutes plutôt. Puis, on va commencer par l'insomnie, puis après les apnées du sommeil. Alors, pour ce qui est du traitement de l'insomnie, il y a différents algorithmes qui ont été développés, mais généralement, ce qu'on considère, c'est que d'abord, il faut évaluer s'il y a des facteurs qui peuvent être corrigés au niveau du sommeil, qui peuvent être susceptibles d'expliquer ou de contribuer à l'insomnie. Par exemple, si vous avez un autre trouble du sommeil, traitez d'abord l'autre trouble du sommeil. Si vous avez, par exemple, certains médicaments qui peuvent interférer, voir si vous pouvez les arrêter, aussi suivre le traitement. Si vous avez par exemple, quelqu'un qui a une douleur chronique en exacerbation, est-ce qu'on peut optimiser le traitement pour voir si ça améliore le sommeil? Si l'insomnie persiste malgré avoir évalué et traité, optimisé le traitement des conditions associées ou des médications associées, à ce moment-là, il va falloir traiter l'insomnie de manière spécifique. Et le premier traitement de première ligne, c'est ce qu'on appelle CBTI en anglais, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, et en français, ça se dit thérapie cognitive ou comportementale pour insomnie. C'est le traitement non pharmacologique de première ligne, et je vais l'expliquer dans la diapositive qui suivent. Puis c'est généralement uniquement si le patient n'est pas capable d'accéder ou s'il ne répond pas assez au CBT ou à thérapie cognitive comportementale qu'on va considérer un traitement pharmacologique. Dans tous les cas, ce qui sera important, et plus particulièrement si vous donnez un traitement pharmacologique, ça va être de réévaluer périodiquement la nécessité de continuer ce traitement, son efficacité. Donc, c'est important aussi de retenir que c'était pas recommandé de donner, par exemple, un médicament hypnotique pendant des durées prolongées au-delà d'un mois, sauf si vraiment cela est nécessaire. Alors, la thérapie cognitivo-comportementale, CBT en anglais, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de stratégies qui va être apprise généralement au cours de plusieurs sessions, qui va viser à corriger les habitudes et les croyances qui peuvent nuire au sommeil. Donc, vous voyez ici les différentes stratégies. On va parler d'hygiène de sommeil, de thérapie cognitive, de thérapie comportementale, de restriction de sommeil. Ça va être différentes composantes qui vont constituer la thérapie cognitivo-comportementale. Celle-ci peut se faire en groupe ou en individuel. Généralement, ça se fait avec un psychologue qui est formé à cette technique. Mais de plus en plus maintenant, il y a des plateformes en ligne qui permettent d'accéder à cette thérapie à partir de chez soi sans avoir besoin d'un thérapeute.
Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la thérapie cognitivo-comportementale, la raison pour laquelle c'est un traitement de planning, c'est parce que c'est efficace quand même chez euh, 2 tiers des personnes, avec une réduction et même une rémission complète de l'insomnie chez près de la moitié des personnes. Les effets se maintiennent dans le temps, contrairement aux effets de certains médicaments qui ont tendance à s'amenuiser avec le temps. Et ce qui est important aussi, c'est évidemment que c'est bien toléré, il n'y a pas d'effet indésirable significatif. Et ça marche aussi bien dans l'insomnie primaire que dans l'insomnie qui est associée à d'autres problèmes de santé, à l'insomnie associée à la dépression, à la douleur chronique, et même chez les patients qui ont un cancer. Cette approche reste utile. Alors vraiment, ce qu'il va falloir, en général, ce qu'on commence à faire, par quoi on commence au niveau de cette stratégie, c'est de regarder l'hygiène de sommeil. Au niveau de l'hygiène de sommeil, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder si la personne a des horaires de sommeil réguliers, c'est-à-dire est-ce qu'elle va se coucher et se lever à la même heure approximativement toutes les nuits. Mais ça, c'est parce que c'est important d'avoir ces habitudes de sommeil qui soient euh, ancrées avec le rythme circadien, donc avec notre horloge biologique et la régularité de notre rythme biologique. Alors, c'est important aussi de veiller à ce que les personnes n'aient pas de boivent pas de café ou de thé ou d'autres substances stimulantes en soirée. Beaucoup de personnes, par exemple, ignorent que le thé contient de la caféine et peut être stimulant, donc c'est important aussi de rappeler que c'est pas juste le café. L'activité physique, c'est vraiment quelque chose d'important à encourager durant la journée, parce que lorsque vous avez fait de l'activité physique, vous allez contribuer à bâtir cette pression de sommeil qui va faciliter l'endormissement la nuit. Pareillement, en continuant à encourager les activités sociales pendant la journée, même si la personne est fatiguée, pour maintenir justement ce niveau d'activité, cette pression de sommeil, parce que la sédentarité et l'isolement vont au contraire donc contribuer à perpétuer le sommeil en diminuant ce besoin de dormir. Repas équilibré, éviter l'alcool en soirée, c'est important parce que l'alcool peut avoir des effets sédatifs, mais va généralement fragmenter le sommeil et provoquer un sommeil de moindre qualité. L'environnement de la chambre est évidemment important à considérer. Une chambre qui soit calme, sombre, pas trop chaude, avec un matelas confortable. Éviter les siestes, j'en ai parlé, importance de faire des siestes, mais qui ne soient pas prolongées. Et en fait, si vous avez de l'insomnie, dans la mesure du possible, même les éviter autant que possible. Maximiser l'exposition lumineuse pendant la journée, préserver l'obscurité pendant la nuit, ça va être pour justement aider notre horloge biologique à se synchroniser avec le cycle jour-nuit. C'est important de maintenir l'obscurité la nuit. Puis la lumière la journée va contribuer à activer notre système de vigilance. Donc c'est important à bien s'exposer durant la journée. Alors d'autres conseils aussi qui sont montrés, illustrés sur ces images, c'est éviter les écrans avant le coucher. Ça c'est important parce que les écrans d'ordinateur, de télévision vont projeter de la lumière qui va venir activer notre système circadien, les voies rétino-hypothalamiques qui vont contribuer au maintien de la vigilance. Donc c'est vraiment important d'éviter dans la mesure du possible les écrans avant le coucher. De n'utiliser la chambre que pour le sommeil et les activités intimes, pas pour lire, pas pour regarder la télévision, parce que il faut vraiment associer le sommeil à la chambre et éviter d'avoir d'autres activités stimulantes qui soient associées. Généralement, tout ce qui est lié au travail, c'est bien de le placer dans une autre pièce, dans votre bureau, dans une autre chambre, afin d'éviter d'avoir donc ces facteurs qui peuvent être associés à un stress ou à une activation au moment d'aller se coucher. Alors, les techniques de relaxation peuvent être utiles aussi chez certaines personnes avant de s'endormir. Donc, surtout si vous êtes quelqu'un qui aimait de faire la méditation, du yoga, ou même des techniques de respiration peuvent aider à vous relaxer et à essayer de débarrasser votre esprit de différents tracas de la journée. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Il y a aussi d'autres trucs tels que par exemple écrire dans votre agenda, sur vos notes, différents soucis ou même tout simplement juste les rendez-vous, les choses dont vous devez vous occuper la journée afin d'éviter de devoir y penser pendant la nuit. D'accord? Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait des pensées qui interfèrent avec le sommeil. Au niveau des autres composantes de la thérapie cognitivo-comportementale, il y a ce qu'on appelle aussi la thérapie cognitive, qui va consister à évaluer les pensées qui peuvent interférer avec le sommeil parce qu'elles vont contribuer à faire développer des habitudes néfastes.
Le fait, par exemple, de penser qu'on a besoin absolument de 8 heures de sommeil est erroné. Certaines personnes ont besoin de 8 heures, mais, beaucoup de personnes, mais certaines personnes vont avoir assez de sommeil avec 7 heures ou même 6 heures chez les personnes âgées. Donc, c'est important de savoir que le besoin de sommeil est individuel et qu'il faut pas non plus se focaliser, se fixer trop sur la durée de sommeil si celle-ci nous permet de nous sentir en forme durant la journée. C'est important aussi d'éviter de vouloir rattraper son manque de sommeil en allant se coucher plus tôt ou en faisant des siestes prolongées. Ça, c'est des mauvaises habitudes qui peuvent interférer avec le sommeil. Les conséquences du mauvais sommeil peuvent également être exagérées, donc c'est important de les rationaliser, d'éviter d'annuler toutes ces activités parce qu'on ne se sent pas en forme pour les faire. Au contraire, donc c'est important de les maintenir. Et tout ça, ça va faire partie d'une thérapie cognitive dans laquelle vous allez réévaluer ces différentes croyances et risques avec le patient. Alors, le contrôle du stimulus, ça veut dire quoi? En fait, ça veut juste dire qu'on va demander à la personne de se coucher uniquement lorsqu'elle est somnolente et de se lever la nuit si elle n'est pas capable de s'endormir. Donc, la règle, c'est si vous n'êtes pas capable de vous endormir ou si vous vous réveillez pendant la nuit, après plus de 20 à 30 minutes, levez-vous, sortez de votre lit, puis allez dans une autre pièce pour vous occuper à faire des activités peu stimulantes et allez vous recoucher uniquement lorsque la somnolence revient. Et ceci vraiment vise à éviter d'associer cette insomnie avec l'environnement de sommeil et aussi de faire en sorte de bâtir cette pression de sommeil en faisant des activités qui vont vous fatiguer et vous rendre plus somnolent à nouveau. Et enfin, la dernière composante, c'est ce qu'on appelle la restriction de sommeil. Ça, c'est très important. C'est probablement la composante la plus active de la stratégie. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais ça va en fait consister à demander à la personne de restreindre sa durée de temps passé au lit à la durée de temps qu'elle pense dormir augmentée de 30 minutes. Donc, par exemple, pour une personne, et ça va nécessiter justement d'avoir un journal de sommeil dans lequel vous allez avoir une évaluation de la durée du sommeil et du temps passé au lit chaque jour. Si ces personnes-ci, en moyenne, passent 8 heures de temps passé au lit en moyenne sur une semaine, on voit que sa durée de sommeil qu'elle ressent est de 5h30, ce qui veut dire qu'elle ne passe que 5h30 des 8 heures au lit en moyenne à s'endormir. Dans ce cas-là, vous allez demander de ne passer au lit que 6 heures, donc 5h30 plus une demi-heure, afin de consolider ce qu'on appelle l'efficacité de sommeil, afin de faire en sorte que la majorité du temps passé au lit, ça va être du temps à s'endormir. En pratique, ça va consister en quoi? Ça va consister de demander à la personne de dormir plus tard, d'aller se coucher plus tard pour créer cette restriction de sommeil. En l'occurrence, ici, on va lui demander d'aller se coucher 2 heures plus tard. Et ceci va créer une sorte de privation de sommeil parce que la personne va dormir moins. Mais cette pression de sommeil qui va être plus importante la journée va permettre à la personne de réenclencher les processus du sommeil les nuits suivantes. Donc, c'est en quelque sorte de créer une courte période de privation de sommeil qui va faire en sorte que la personne va être capable de réenclencher ce besoin de sommeil la nuit suivante. Et une fois que le sommeil sera consolidé, si la personne arrive à dormir plus que 85% du temps, dans le temps qu'elle passe au lit, à ce moment-là, vous pouvez reprolonger le temps passé au lit de 30 minutes à chaque fois jusqu'à revenir à l'horaire de sommeil qui est habituel. Donc ça, c'est un petit peu les principes qui sont expliqués par les thérapeutes ou bien par des plateformes en ligne ou des livres aussi qui existent à ce sujet. Au niveau des approches pharmacologiques, donc je ne vais pas entrer en détail, mais juste pour dire que vraiment, c'est les principes de base, c'est de donner la dose minimale efficace de manière intermittente si possible, le plus court possible au niveau du temps, généralement moins d'un mois, et de réévaluer périodiquement le traitement. Et lors de l'instauration du traitement, il faut toujours penser à la possibilité de sevrer le traitement, et pas la possibilité, mais l'importance de le faire. Et en fait, c'est important aussi d'associer ce traitement pharmacologique avec la thérapie cognitivo-comportementale dans la mesure du possible. Donc, les traitements pharmacologiques de première ligne, ça va être généralement les benzodiazépines ou leurs agonistes, zopiclone, la mélatonine peut se donner dans le cadre d'insomnie légère avec troubles de difficulté d'initiation du sommeil. La doxépine est un antidépresseur, mais qui a fait des faibles doses, en fait, a des propriétés antihistaminiques qui font favoriser le maintien du sommeil à une dose de 3 mg à 6 mg. Et ça va se donner uniquement si les patients qui ont du mal à se rendormir au cours de la nuit. Et en seconde ligne, on peut considérer aussi un antidépresseur sédatif qui est le trazodone,
mais généralement conseillé en troisième ligne parce qu'il y a moins de données actives, moins de données probantes là-dessus. D'accord? Donc, ce tableau que vous pourrez consulter vous donne un petit peu les caractéristiques et le type de plaintes d'insomnie qui sont ciblées par les différents médicaments et les doses appropriées. Vous verrez que pour certains médicaments, si vous avez uniquement une personne qui a des difficultés juste pour s'endormir, par exemple le zolpidem en sublingual peut être utile parce qu'il va juste agir sur l'initiation avec une durée de vie très courte. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui a uniquement des problèmes, elle n'a pas de problème à s'endormir, mais elle se réveille la nuit souvent, la doxépine à faible dose peut être utile. Et les autres médicaments pour des insomnies qui sont mixtes. Les médicaments qui ne sont pas dans cette liste-ci ne sont officiellement pas recommandés pour le traitement de l'insomnie, ils peuvent être donnés si vous avez de l'insomnie associée à d'autres comorbidités, par exemple psychiatriques, mais les médicaments qui sont recommandés dans l'insomnie sont ceux qui figurent dans ce tableau-ci. Et comme je le disais, donc, lorsque vous commencez un traitement, toujours important de penser au sevrage. Et malheureusement, beaucoup de personnes reçoivent des somnifères au long cours depuis des mois ou des années. Et la consommation chronique de ces médicaments peut amener à des problèmes cognitifs en particulier. Donc, c'est important de les sevrer. Et lorsque vous sevrez les médicaments, en particulier les benzodiazépines, c'est important de les sevrer de manière très, très, très progressive. Vous voyez ici un schéma de sevrage où le sevrage se fait en espace de 3 à 4 mois. Donc, l'insomnie chronique est très fréquente, avec un impact majeur sur la santé cardiovasculaire. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie et le traitement de première ligne. Et la pharmacothérapie est un traitement qui est utilisé surtout lorsque la CBT n'est pas efficace ou qu'elle n'est pas accessible, avec différents médicaments qu'il faudra choisir en fonction du profil du patient, avec toujours une dose minimale et une durée de traitement aussi courte que possible. Donc, je vais terminer par le traitement au niveau des apnées du sommeil. Alors, au niveau des apnées du sommeil, je vous dis que l'insomnie et l'apnée du sommeil doivent être considérées ensemble au niveau du traitement. Les apnées du sommeil, il y a des approches qui sont par ventilation spontanée ou par modification comportementale, et ça va dépendre un petit peu du degré de sévérité. Si vous avez une apnée du sommeil qui est légère, généralement un index entre 5 et 15, il faudra voir s'il est possible de diminuer ces apnées en regardant tous les facteurs qui peuvent les aggraver. Par exemple, si la personne prend de l'alcool ou des médicaments sédatifs ou hypnotiques, essayez de les sevrer. Si la personne est en surpoids, essayez de perdre du poids. Dans certains cas, les apnées vont être positionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont être prédominantes classiquement lorsque la personne se couche sur le dos. Dans ce cas-là, surtout s'il y a une apnée légère, changer de position dans le lit peut être suffisant pour corriger les apnées légères. Et il existe aussi ce qu'on appelle des dispositifs d'avancement mandibulaire, dans lesquels la personne va porter un appareil qui va contribuer à l'avancement mandibulaire. Et ça peut être utile lorsqu'il y a un syndrome d'apnée léger, avec surtout s'il y a un certain degré de rétrognatisme. Mais aussi, par exemple, si la personne a un bruxisme concomitant. Ça peut être utile. Très souvent, le traitement va être constitué en ventilation spontanée à pression positive continue, ce qu'on appelle le CPAP. Et ça va être surtout indiqué si la personne a un syndrome d'apnée modéré à sévère. Et c'est considéré comme le traitement de première ligne. Alors, ce CPAP, vous en avez tous entendu parler. Donc, c'est important de motiver le patient à le porter parce qu'on sait que ça va avoir un effet positif sur la santé cardiovasculaire et je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça plus loin. Mais aussi, ça va pouvoir améliorer la somnolence et la qualité de vie du patient. Et ça peut être inconfortable au départ, bien entendu, donc c'est important d'essayer d'encourager le patient à continuer. Alors, de plus en plus, ces dispositifs de CPAP sont relativement compacts et peuvent se porter en voyage assez facilement. Alors, quel est l'impact de ce traitement du CPAP sur la santé cardiovasculaire? En fait, il y a eu pas mal de données qui ont été publiées. D'abord, des études observationnelles dans lesquelles on a observé que les patients qui prenaient un traitement par CPAP avaient donc une diminution de la pression artérielle, des éléments vasculaires et de la mortalité. Et également aussi dans ces études-là, il a été montré que il y avait possibilité de réduire la fatigue et d'augmenter le fonctionnement de l'individu le lendemain. Cependant, si on regarde les données d'essais cliniques randomisés, ce qu'on voit, c'est que les effets sont un petit peu différents. Si on regarde vraiment les études avec un essai clinique randomisé, donc les études avec haut niveau de données probantes,
au niveau de preuve, par exemple, ce qu'on voit en fait, c'est que après un AVC, l'effet du CPAP a un effet majeur sur les outcomes non vasculaires. C'est-à-dire que ça contribue à améliorer l'humeur, augmenter la récupération fonctionnelle, motrice, les échelles par exemple d'AVC, la NIHSS ou le ranking scale vont être améliorées. Ça va améliorer aussi la somnolence, l'humeur, la cognition. Mais si on regarde les données vasculaires, les études avec essais contrôlés ont montré qu'il n'y avait pas d'impact sur la survenue d'événements vasculaires. Et c'est un peu semblable lorsqu'on regarde les études avec le CPAP qui ont été faites après un événement cardiovasculaire non AVC. On voit que ça a des effets sur les facteurs de risque vasculaire tels que l'hypertension artérielle, sur la journée, sur le fonctionnement de la journée, la somnolence, l'humeur, la qualité de vie, mais que de nouveau, ça n'a pas d'effet sur la survenue d'événements vasculaires. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le CPAP je pense que ça nous donne suffisamment de raisons de donner le CPAP aux patients qui ont eu un événement vasculaire parce que ça va vraiment avoir un effet sur leur qualité de vie. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que l'effet ne va pas être nécessairement aussi important sur la réduction du risque d'événements vasculaires futurs. Il faut savoir cependant que ces études qui ont été réalisées ont été souvent réalisées sur de petits tas d'échantillons, une intervention qui était parfois tardive, avec une observance du traitement qui n'était pas toujours très bonne. Donc, il est possible que cette réduction des risques vasculaires sera plus importante si on tient en compte ces traitements, si l'observance est meilleure. Okay. Donc, j'arrive pas à avancer. C'était ma diapositive finale. Ça n'avance plus. OK. Donc, pour conclure, ce que je vais montrer, c'est que le syndrome d'apnée est un facteur de risque indépendant pour les événements vasculaires et les facteurs de risque vasculaires. Les facteurs de risque vasculaires, il existe des méthodes ambulatoires précises pour détecter le syndrome d'apnée, en particulier donc, la polygraphie cardio-respiratoire, le niveau 3. Et enfin, le traitement du syndrome d'apnée après un AVC présente de nombreux avantages en matière d'amélioration de la somnolence diurne et des facteurs de risque non vasculaires. Donc, si vous avez plus de renseignements sur sur les ressources utiles pour le traitement des troubles du sommeil, vous pouvez regarder le site web de la Société canadienne de sommeil ou de la Fondation Sommeil, qui est une association de patients. Et également, vous pouvez visiter le site web de la campagne nationale Dormez là-dessus Canada, qui sensibilise le grand public sur l'importance du sommeil et vous donnera des renseignements accessibles sur les différents troubles du sommeil que l'on peut rencontrer. Et voilà, et je pense que je suis maintenant prêt pour les questions. Merci beaucoup, Dr. Danneveau, pour cette très belle présentation. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, j'invite à tout le monde à vous poser des questions dans le chat. Nous avons 2 petites minutes pour le faire. Donc, première question, est-ce que les patients en réadaptation à l'interne devraient être dépistés régulièrement pour l'apnée du sommeil, d'après vous? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors oui et non. Oui, dans l'absolu, mais non, pas tout de suite, parce qu'on sait qu'en fait, il y a une fréquence qui est importante d'apnée du sommeil, en particulier l'apnée centrale en aigu. Mais de toute façon, il peut y avoir une réduction de ces apnées du sommeil en sub-aigu. Donc, il faut attendre une certaine période avant d'évaluer parce que de toute façon, le traitement en aigu est difficilement faisable. Et puis 2, il peut y avoir une évolution spontanée. Donc, je dirais que oui, il faudrait dépister ces patients qui ont eu un événement vasculaire, mais en phase plutôt sub-aigu à chronique. D'accord, merci. Autre question des participants. Donc, qu'est-ce que vous recommanderiez en lien avec la COVID-19 et le CPAP? Alors ça, c'est une très bonne question. Bon, je ne suis pas pneumologue, donc je pense que je vais quand même, être prudent au niveau de ma réponse. Mais de manière générale, si vous avez le principal risque au niveau de la COVID-19, c'est qu'il y a cette crainte que le CPAP peut contribuer à la diffusion du risque infectieux si vous êtes infecté. Mais évidemment, si vous avez de la CPAP et que vous prenez, que vous êtes dans une chambre seule, il n'y a pas de risque. Ce que je dirais, c'est que c'est important d'avoir un peu de bon sens. Donc, si vous avez le CPAP et que vous pensez être susceptible d'avoir contracté
la COVID-19, c'est important de vous isoler et plus particulièrement de vous isoler chez vous, donc de dormir dans une chambre seule. Si vous avez un partenaire, de ne pas dormir avec lui ou elle, et d'utiliser la CPAP avec la chambre fermée afin de ne pas diffuser éventuellement le virus en dehors de la chambre. Donc ça, c'est important. Mais je pense que c'est important d'évaluer, de contrôler les risques infectieux, mais aussi de continuer à traiter si vous avez un syndrome d'apnée qui est important. Donc il ne faut pas non plus arrêter le traitement si vous êtes particulièrement à risque de développer un événement vasculaire à cause d'une apnée du sommeil non traitée. Parfait, merci. Dernière petite question en une vingtaine de secondes. La ménopause a-t-elle un effet sur l'apnée du sommeil et l'insomnie? Alors, la ménopause, ça a un effet sur l'insomnie. L'apnée du sommeil, je suis moins sûr, mais sur l'insomnie, assurément. On sait que les modifications hormonales qui se développent avec la ménopause peuvent avoir justement tendance à augmenter le risque d'insomnie. D'ailleurs, certains patients me rapportent que le fait de prendre un traitement hormonal substitutif leur améliorer leur insomnie. Donc, c'est tout à fait quelque chose à considérer effectivement dans l'insomnie, voir si c'est quelque chose qui peut être corrigé avec un traitement hormonal substitutif, mais très fréquemment, ça peut être un facteur déclencheur, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Docteur Danneveau, vraiment une très, très belle présentation. Je pense qu'il y a je vois beaucoup de questions qui n'ont pas pu être répondues. Donc, nous allons faire le suivi là, au niveau des pratiques optimales. Vous pouvez poser vos questions à ce niveau-là. Donc, on vous invite, là, bien entendu, à vous assurer d'être inscrit à la plateforme GoToWebinar pour, comme on avait dit, recevoir le questionnaire d'évaluation et votre certificat de participation. Vous pourrez également réécouter l'enregistrement par la suite. Donc, merci à tous pour votre précieuse participation. Restez à l'affût pour le prochain webinaire. Donc, on tient des webinaires régulièrement. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver bientôt. Merci, au revoir.